Alors, on reste debout. Nous allons chanter l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, et les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fiches récoltes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle, l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La cérémonie par des messages. D'abord, on va entendre un message de la section FPI Birmingham, dirigé par... Alors, je dis merci à l'ambassadeur de nous avoir invités. Et nous sommes là pour le soutenir dans l'œuvre qu'il a en train de faire, le combat qu'il mène pour la Côte d'Ivoire. Alors nous disons merci. Et il a le soutien de tous les Ivoiriens de Birmingham, surtout la famille FPI. Je vous remercie. L'association des amis de Laurent Gbagbo, que dirige le grand frère Arthur Kipré. Je viens de Londres et nous représentons l'association des amis de Laurent Gbagbo, dont je suis le premier responsable. Pour une manifestation comme celle que l'ambassadeur est en train de mener, il ne pouvait pas le faire et nous mettre en marge. Parce que le combat qu'il mène, c'est ce qu'on nous demande, nous, la représentation de l'association, le faire. Donc c'est un soutien moral dans toutes les actions qu'il mène. Comme je viens de dire, je remercie ceux qui ont effectué le déplacement dans ce sens pour nous soutenir. Je vous remercie. Madame Tano. Saluer les organisateurs, parce que sans eux, nous ne serions pas ici. Je voudrais également dire merci pour l'honneur qui m'est donné. Je n'y attendais pas. Je venais soutenir un frère, je venais soutenir un ami. Je n'étais pas venue en tant que secrétaire national, mais le combat nous appelle à chaque instant et nous devons être prêts à chaque fois que nous sommes appelés. Et c'est cela que je me réjouis de l'honneur qu'on me donne pour parler au nom du FPI en tant que secrétaire national. Je voudrais donc dire, comme je l'ai dit tantôt, merci aux organisateurs. Chacun prend sa part de lutte, chacun prend sa part de sacrifice, chacun prend sa part de disposition dans le combat que nous sommes en train de mener. Parce que nous avons cru à un moment donné que le serpent était mort, mais le serpent n'est pas mort. Le serpent n'est pas mort et nous poursuivons jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est ce que son Excellence, l'ambassadeur, qui a vécu dans des pays qui étaient impliqués dans cette guerre, comme la France, comme Israël qui à un moment donné devait nous aider, continue de nous éduquer, de nous enseigner par ce qu'il écrit. Je voudrais donc au nom du parti le féliciter pour son engagement, pour sa lutte, parce qu'on dit les écrits restent, ce que nous disons passe, mais les écrits restent. Et c'est cette part de combat pour les générations futures
que son Excellence est en train de mener. Et c'est pour cela que je suis fière de lui dire que nous sommes avec lui, que le parti, le FPI de Laurent Gbagbo est avec lui, que les militants de Laurent Gbagbo, du FPI de Laurent Gbagbo sont avec lui. Et chaque fois qu'il aura besoin de notre modeste contribution, nous serons là pour le soutenir. Je veux le féliciter, je veux féliciter Adèle, parce qu'on dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est cette grande femme. C'est cette grande femme qui, dans ces moments difficiles d'exil, l'encourage à avancer, à poursuivre son combat. Donc, toutes mes félicitations. Merci Elvire, merci, même si le monsieur veut prendre la tête, mais c'est toi la tête. Hein? Donc, merci encore, je ne serai pas longue, mais merci, félicitations à son Excellence, l'écrivain, l'auteur, l'historien, le professeur, ainsi de suite. Mon mari. Il y a des exemplaires là, ceux qui n'ont pas encore eu le livre peuvent venir s'en acquérir. Et l'auteur de cette présentation, c'est mon frère et ami, Arsène Douba. Il va vous tenir en main, c'est un bon orateur. Donc vous ne serez pas déçus en tout cas. Donc Arsène, tu vas nous présenter le livre s'il vous plaît. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Mon ami et frère, beaucoup de gens ont déjà gâté mon nom, je suis obligé de bien faire. Il dit je suis un bon orateur, donc je vais doubler beaucoup d'efforts. Mais je crois que quand on doit présenter une œuvre comme celle d'un professeur, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'il faut être à la hauteur du texte. Il faut présenter le texte dans sa forme. Mais le fait de m'avoir choisi, c'est un honneur pour moi. Même si je n'ai pas encore commencé de présenter le livre, je voudrais remercier le professeur pour la confiance qu'il m'a faite pour présenter son livre. Alors, des chrysanthèmes pour la France-Afrique. Il est là lui-même. Il aura le temps de nous expliquer, de nous définir ce que c'est que les chrysanthèmes. Ce mot-là, j'ai du mal à prononcer ça. En bon bêté. Donc voilà, les chrysanthèmes pour la France-Afrique. Le livre est là. La préface a été faite par le doyen Bernard Dadier, double lauréat du prix littéraire d'Afrique noire, prix UNESCO. Préface du professeur Albert Bourgi. Ça a été édité par Maribro Foundation Publishing. Des chrysanthèmes pour la France-Afrique est un ouvrage de 194 pages qui, pour moi, représente la surface d'une pierre soigneusement polie sur laquelle l'ambassadeur, le professeur émérite Raymond Koudou-Kessié a gravé des mémoires pour notre génération et pour les générations futures. J'ai lu, je l'ai aussi relu, mais cela n'a pas suffi. Je l'ai encore lu et impressionné par la rédaction, l'importance des thématiques développées et le poids des expressions et mots choisis. En somme, séduit par la portée intellectuelle de l'ouvrage, alors que je croyais suffisamment connaître l'homme politique, le camarade militant du FPI, le diplomate, l'universitaire, je n'ai pas résisté longtemps à la tentation de repartir à la découverte de l'auteur des chrysanthèmes pour l'Afrique. C'est peut-être banal pour beaucoup d'entre vous, mais en ce qui me concerne, ce que j'ai découvert sur l'homme est un véritable trésor. Raymond Koudou-Kessié est né le 1er janvier 1953. Originaire de Gagnoa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, il fait l'école primaire Sainte-Anne de Mabouo, son village natal, un établissement scolaire fondé par le patriarche Bernard Koudou, son géniteur. Ensuite, il fait l'école primaire Sainte-Anne de Gagnoa, où il obtient le CEP. De là, le jeune Raymond Koudou-Kessié est orienté au collège catholique Saint-Jean de Gagnoa, puis au lycée classique d'Abidjan, où il décrochera
le baccalauréat en 1972. Et à la faveur d'une bourse étrangère, il se retrouve à Toulouse, en France, pour poursuivre ses études universitaires. Là-bas, au pays des Blancs, il obtient plusieurs doctorats en psychologie génétique, dont la longue liste est au dos de ce livre. En fin de cycle universitaire, le nouveau doctorant commence sa longue carrière d'enseignant à l'Université de Toulouse, où il sert pendant 3 ans. Et presque forcé par l'École nationale supérieure de Côte d'Ivoire, qui le sollicitait depuis, le jeune professeur de criminologie retourne en Côte d'Ivoire en 1980. Sur place, Raymond Koudou Kessié intègre l'ENS d'Abidjan en qualité d'enseignant-chercheur. Et l'Université d'Abidjan-Cocody a lui fait criminologie. Pendant sa brillante carrière, il obtient plusieurs prix scientifiques. Il a également été secrétaire général du SINARES pendant plusieurs années. En 2001, malgré ses lourdes tâches à l'ENS et à l'Université d'Abidjan, il répond favorablement à l'appel de sa nation au plus haut niveau de l'État jusqu'à la chute du président Laurent Gbagbo en avril 2011. Il quittera son dernier poste en tant qu'ambassadeur à cette date pour emprunter le chemin ô combien difficile de l'exil qui le conduira avec son épouse Adèle Bongo et sa petite maman Zikida, d'abord au Ghana voisin, ensuite en Angleterre depuis 2014. L'homme politique, le syndicaliste et l'universitaire que nous sommes venus célébrer aujourd'hui est auteur de plusieurs ouvrages. Pour moi, Raymond Koudou Kessié a donc déjà gravé sur sa marque de combattant des libertés, plusieurs pierres avant celles dont l'événement nous réunit aujourd'hui. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer quelques-uns. Éducation familiale et estime de soi chez l'adolescent délinquant ivoirien. Ce livre est paru en 1995. Le deuxième que j'ai retenu, c'est Éducation et développement moral de l'enfant et de l'adolescent africain, pour ne pas en faire des délinquants. C'est paru en 1996. Le troisième sur le tas, Éléments de psychologie de l'adolescent, là c'est en 1999. Mais Raymond Koudou Kessié ne s'est pas arrêté à la publication d'ouvrages personnels. Un homme ouvert, en coordination avec les professeurs Oula Hubert et Félix Sano, l'universitaire a publié plusieurs ouvrages, citons-en quelques-uns. Le président Laurent Gbagbo au centre d'un complot. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU, Mise à nu. C'est paru en 2013. Le président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, justice ou imposture. Celui-là est paru en 2013 aussi. Le troisième que j'ai retenu, c'est le procès de Laurent Gbagbo le procès de la CPI contre le président Laurent Gbagbo et si la politique quittait le prétoire. J'ai été co-auteur de cet ouvrage-là, c'est paru en 2016. C'est donc une telle personnalité à la quadruple casquette, homme politique, syndicaliste, diplomate et universitaire, qui a écrit l'ouvrage dont la cérémonie de dédicace nous réunit aujourd'hui. En lisant l'ouvrage, j'ai vu un homme en posture de combat. J'ai vu un résistant politique remonter contre un système néocolonial, alterner soigneusement dans cet ouvrage 3 tenues. J'ai vu en premier l'auteur en tenue de militant politique, de résistant. J'ai vu un panafricain agacé et exténué face aux pratiques d'un système postcolonial, la France-Afrique. Dans le premier chapitre de l'ouvrage consacré à ce système, l'auteur a défini la France-Afrique et présenté le contexte historique dans lequel est née cette bête sauvage qui pille depuis plus d'un demi-siècle les richesses de l'Afrique, un continent pour lequel M. Raymond Koudou Kessié n'a jamais caché son amour. Ensuite, j'ai vu à partir du chapitre 2, page 37, le diplomate se servir de son expérience personnelle, celle d'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en Israël, pour
dénoncer le caractère vicieux des relations entre les États, depuis la naissance des États-nations et celle de la notion de souveraineté en 1648, suite aux 2 traités de Westphalie en Allemagne, jusqu'à ce jour. Il dénonce à haute voix et avec force le caractère anarchique et inique des relations internationales et la méchanceté des acteurs non étatiques qui s'y sont invités à la fin de la guerre froide en 1989-1990, dont fait allusion aux multinationales. L'auteur ne l'a peut-être pas écrit, mais cela transparaît au fond des mots qu'il a utilisés soigneusement, notamment souveraineté, diplomatie, etc. Et en universitaire accompli, le professeur Raymond Koudou-Kessié en a profité au chapitre 3, page 57 et 4, page 63 pour faire quelques propositions qui, selon lui, permettront aux Africains d'en finir avec le mal pernicieux qui ronge les économies africaines et particulièrement celle de l'Afrique francophone. Pour le professeur Koudou-Kessié, si l'Afrique anciennement sous domination française veut mettre fin à sa souffrance due en grande partie à l'ingérence inacceptable de la France dans les affaires intérieures de ses États, il faut 1. Élargir les bases de sa coopération internationale, 2. Mettre un terme aux accords de défense qui sont, selon l'auteur, désormais devenus caducs. Enfin, pour prendre contrôle de leurs économies, rassure le professeur Raymond Koudou-Kessié, les 14 pays qui ont en partage le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, doivent se débarrasser totalement de cette monnaie déstabilisatrice. Enfin, au chapitre 5, page 79, du chapitre 5, page 79 au chapitre 11, page 159, j'ai vu l'auteur en tenue de patriote et d'historien. Il a démontré, preuve à l'appui, le caractère partisan de la Cour pénale internationale qui détient depuis plusieurs années le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Pour lui, cette Cour ne reflète en rien une institution au service de tous les États du monde. Parce que, affirme l'auteur, au chapitre 8, page 119, la CPI dont la plus grande partie des financements provient, du financement provient des États forts qui pourtant refusent de ratifier son traité, est un instrument aux mains des grandes puissances, je le cite, un instrument aux mains des grandes puissances contre les faibles, qu'ils utilisent pour punir les leaders indociles. Pourtant, rappelle l'auteur, et je le cite encore, la CPI est une organisation internationale dont l'objectif est de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves, à la page 119. Dans son réquisitoire, l'auteur des Chrysanthèmes pour l'Afrique dénonce avec vigueur le choix de la guerre fait par la France et ses alliés, alors que Laurent Gbagbo, le vainqueur officiel de la présidence, avait fait l'option du recomptage des voix pour vider le contentieux électoral de 2010. L'auteur rappelle, à partir de la page 82, que l'expérience du recomptage des voix a été déjà faite dans plusieurs pays dans la même période, en Haïti et au Kenya notamment. Au chapitre 7, l'auteur affirme que tout n'a donc été que manipulation dans le dossier ivoirien. Pour lui, la France, les rebelles et leurs alliés avaient un seul et unique objectif: enlever du pouvoir Laurent Gbagbo et placer Alassane Dramane Ouattara. Une fois ce sale boulot accompli le 11 avril 2011, Raymond Koudou-Kessié trouve inacceptable que celui qui a été déclaré vainqueur, M. Laurent Gbagbo, soit arrêté et détenu à la CPI pendant que les vaincus et criminels de guerre sont au pouvoir et pillent en toute impunité la Côte d'Ivoire. Entraîné dans un procès de faux témoins depuis 2016, Raymond Koudou-Kessié est convaincu que, comme Nelson Mandela face à l'apartheid en Afrique du Sud, Laurent Gbagbo finira par gagner sa bataille pour l'indépendance totale de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Pour l'auteur,
Le honteux procès qui se déroule actuellement à la CPI doit immédiatement prendre fin pour redonner au plus célèbre politicien ivoirien, le président Laurent Gbagbo, et à son ministre Charles Blé Goudé, toute leur liberté. En guise de conclusion, le professeur Raymond Koudou Kessié appelle à de grandes actions en faveur de l'indépendance des États africains et des libertés et demande aux résistants ivoiriens et africains de tout mettre en œuvre pour ne pas que la flamme de la résistance patriotique s'éteigne. Tant que les chrysanthèmes n'auront pas été déposés sur la tombe de la France-Afrique sur une hauteur, il faut maintenir allumée au son de l'ode à la patrie la flamme de la résistance patriotique. Il termine à partir du chapitre 11, page 159, pour dire, et je le cite, « Cet hymne doit continuer de bercer nos cœurs et nos consciences pour que la flamme de la résistance patriotique ne s'éteigne pas, tant que les chrysanthèmes ne sont pas déposés sur la tombe de la défunte France-Afrique. » Je vous remercie. Avant de commencer, je voudrais très sincèrement remercier toutes et tous qui êtes venus à cette cérémonie. Quelqu'un disait qu'il s'agit de célébrer Raymond Koudou Kessié à travers son ouvrage. Mais ce n'est pas exact. En réalité, nous sommes venus célébrer le président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus célébrer nos illustres prisonniers politiques, qui sont prisonniers simplement parce qu'ils ont endossé un combat, une cause, celle de la libération de la Côte d'Ivoire. Ce combat-là, le président Laurent Gbagbo en est la personnification, le personnifie. Et donc, en venant à une cérémonie de dédicace sur un livre comme celui-là, nous venons célébrer le président Laurent Gbagbo et les prisonniers politiques. Simone Gbagbo et tous les autres. Des chrysanthèmes pour la France-Afrique qui réunit cet ouvrage, qui réunit des Ivoiriens qui sont venus de Leeds. Je vous salue. De Manchester, je vous salue. De Birmingham, je vous salue. Ma deuxième épouse, je te salue. Bonne arrivée, Adèle est là. Je pense qu'il y a longtemps, on ne fait plus palabre. C'est admis comme ça. Hein? Elle ne sait même pas à quel moment je vais à Birmingham, mais je m'en vais là-bas. On dit ça. Donc, merci d'être venus. Vous êtes venus de Londres, très nombreux. Je vous salue également. Et de Sheffield, vous êtes venus nombreux. On a salué nos frères des autres pays qui étaient là. Abdou, je te salue. Tu transmettras mes salutations à Zoéna et à tous les enfants. Hein? Boti, Patrick, mon fils, je te salue également. Merci. Tu es notre beau, mais tu es plus qu'Ivoirien. Ayant embrassé vraiment le combat des Ivoiriens comme étant ton combat, tu mérites d'être salué. Et je salue tous les autres. Je salue en particulier mon jeune frère et mes deux jeunes frères, mes fils, le pasteur Armand Guesson et sa femme, et le petit frère Akwa Esmer, qui sont toujours là à nos côtés. Je vous salue pour la Côte d'Ivoire, je vous salue pour le président Laurent Gbagbo et pour ce combat noble que nous menons. Je commence, si vous voulez, mon intervention par dire qu'il y a une conception de la dédicace, je la partage, mais je la change. Généralement, quand on vient à une dédicace, on dit on vient écouter l'auteur. C'est l'auteur qui va parler, qui va tout dire, etc. Mais moi, j'estime que l'auteur a déjà suffisamment parlé à travers, ou suffisamment écrit à travers son ouvrage. Et il faut donner à une tierce personne, à des tierces personnes, la parole pour parler de l'ouvrage, pour restituer les thèmes de l'ouvrage. C'est pourquoi, comme tu le disais, Sylvain, à Londres, j'ai donné la parole à plusieurs personnalités du monde universitaire
du monde politique pour décrypter l'ouvrage, dire ce qu'ils ont lu et comment ils l'ont reçu. Aujourd'hui, il y a également d'éminentes personnalités à qui j'ai donné la parole pour dire ce qu'ils ont reçu de l'ouvrage, Yaba lui-même et Arsène Doba. Mais je change la donne un peu par rapport à Londres. Je suis obligé de dire quelques mots sur l'ouvrage que j'ai écrit moi-même avant de pouvoir échanger avec vous. Et en commençant, c'est pourquoi ce titre? Quelle est la signification du titre des chrysanthèmes pour la France-Afrique? Dans la tradition de la France, cette fleur, les chrysanthèmes, on les retrouve généralement sur les tombes. Vous allez me dire, mais c'est triste, votre titre de l'ouvrage, vous nous ramenez la tristesse. Et donc, la tradition a fini par faire de la fleur, le chrysanthème, ce que l'on offre lorsqu'il y a un décès. À l'occasion d'un décès, la fleur qu'on dépose sur la tombe du mort, c'est le chrysanthème. C'est devenu une tradition. En choisissant ce sujet, ce thème, je souhaiterais faire passer une symbolique, à savoir que nous, combattants des libertés, combattants de la souveraineté africaine, combattants de l'indépendance véritable de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, nous souhaitons déposer désormais et le plus rapidement possible les chrysanthèmes sur la tombe de la France-Afrique, afin que l'Afrique, les Africains retrouvent leur dignité, leur souveraineté, le droit de dire ce qu'ils veulent faire de leur nation, de leur richesse. Voilà ce qu'exprime ce titre-là. Mais je suis convaincu que en donnant ce titre à cet ouvrage, la France-Afrique n'est pas encore dans une tombe. En choisissant ce titre, je veux simplement exprimer un espoir, mais plus qu'un espoir, une espérance que le combat que nous avons commencé, que nos déventions ont commencé, mais que nous continuons avec Laurent Gbagbo et avec d'autres, que ce combat-là soit un combat décisif, un combat permanent, un combat d'engagement qui ne souffre pas de petites traîtrises, et que ceux qui sont fatigués du combat, on les laisse sur le bord de la route, et que ceux qui sont convaincus qu'il faut que nous allions de l'avant pour donner espoir à nos peuples, et pour que nos peuples puissent souverainement dire ce qu'ils veulent de leur nation et de leur richesse, que ceux-là continuent leur chemin. Ceux qui ne peuvent pas continuer, qu'ils restent au bord de la route et qu'ils ne gênent pas les autres. À ce stade de mon exposé, je retrouve une pensée de Toussaint Louverture, le père de l'indépendance d'Haïti. Haïti, la deuxième nation à être indépendante après les États-Unis. Le premier État où l'esclavage a été aboli par Toussaint Louverture, par son combat et par le combat des Haïtiens, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue. Il dit ceci: lorsqu'il a été arrêté par les Français, encore les Français, toujours les Français. Il disait, et je le cite: en renversant Toussaint Louverture, on a abattu à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti donc, que le tronc de l'arbre. On a abattu que le tronc de l'arbre. En me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre, de la liberté des Noirs. Ce tronc de l'arbre qui repoussera par ses racines, car elles sont profondes et ses racines sont nombreuses.
Mais une telle expression, une telle parole prophétique de Toussaint Louverture, longtemps avant l'heure, nous met aux prises avec la réalité de la Côte d'Ivoire, avec la réalité de Laurent Gbagbo. Ils avaient pensé qu'en déportant Laurent Gbagbo, ils avaient pensé qu'en le déposant du piédestal du pouvoir en Côte d'Ivoire, pouvoir de souveraineté, pouvoir au bénéfice du peuple de Côte d'Ivoire, en le déportant depuis le 11 avril, vous avez pensé que Gbagbo Laurent tomberait dans l'oubli et que sa page serait tournée comme certains rêvent debout, que sa page serait tournée. Mais aujourd'hui, vous constatez, les manifestations se font de plus en plus nombreuses pour Laurent Gbagbo. Sa pensée devient encore plus vivante qu'elle ne l'était hier. Oui, ils ont voulu, en coupant l'arbre, ils avaient voulu que l'arbre soit définitivement mort. L'arbre n'est pas mort, l'arbre repousse de partout. Les patriotes repoussent de partout. Ils poussent de partout. Dans tous les pays du monde, il y a des manifestations pour la souveraineté africaine. Pour Laurent Gbagbo, comme symbole de cette lutte-là, pour ramener la liberté dans nos pays en Afrique. Et ceux qui ne l'ont pas compris, Frantz Fanon, un psychiatre, en 1964, disait déjà, et je voudrais le citer, parce que je ne me permettrai pas de me citer, même si je parle du livre, tout ce que je cite exprime d'une manière directe ce que moi-même j'exprime dans l'ouvrage. Et je cite Frantz Fanon qui dit ce qu'a été et ce qu'est le tort des Africains. Notre tort à nous, Africains, est d'avoir oublié que l'ennemi ne recule jamais sincèrement. L'ennemi ne recule jamais sincèrement. Il ne comprend jamais. Il capitule. Parfois il capitule. Mais il ne se convertit pas. Il ne change pas. Notre tort est d'avoir cru que l'ennemi avait perdu de sa combativité et de sa nocivité. Si Lumumba gêne, j'ajouterai, ce n'est pas de la citation, si Gbagbo gêne, alors, nous dit Frantz Fanon, dans la conviction de l'ennemi, il doit disparaître. Lumumba doit disparaître. Gbagbo doit disparaître. Ils ont fait disparaître Lumumba. Gbagbo est en prison, mais il va sortir, c'est notre conviction. Aujourd'hui, dit Frantz Fanon, l'hésitation dans le meurtre n'a jamais caractérisé l'impérialisme. L'impérialisme il n'hésite pas. Il s'impose. Il se pose par la force, par la violence, par le crime, par l'assassinat. Voyez, dit-il, Moumié. Voyez Lumumba. Moumié, c'est un des illustres africains au niveau du Cameroun qui menait la lutte pour l'indépendance du Cameroun avec les Mnyombe. Notre tort, nous Africains, est d'avoir été légèrement confus dans nos démarches. Il est de fait qu'en Afrique aujourd'hui, des traîtres existent. Il fallait les dénoncer et les combattre. Que cela soit dur après le rêve magnifique d'une Afrique ramassée sur elle-même et soumise aux mêmes exigences d'indépendance véritable ne change rien à la réalité. Des Africains ont cautionné
la politique impérialiste au Congo, ont servi d'intermédiaires, ont cautionné les activités et les singuliers silences de l'ONU au Congo. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter cela. Pour que nous ne puissions pas continuer d'accepter cela, il faut que nous passions à l'action. Il faut agir. Il faut se mobiliser. Les mobilisations du terrain, dans les rues, etc., doivent continuer de se multiplier. Parce que, par rapport à la mort de Lumumba, pouvions-nous faire autrement? C'est la question que Frantz Fanon se pose. Il faut faire autrement en se battant. Mais comme je l'ai dit, en mettant sur le bord de la route tous ceux qui ont décidé de mener un combat autre que celui qui nous intéresse. Parce que moi j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que l'Afrique va devenir libre et que le symbole de cette liberté-là, qui est aujourd'hui détenu à La Haye, va être libéré et par lui, le mouvement de mobilisation va s'intensifier à partir de la terre de Côte d'Ivoire. Quand je dis j'ai fait un rêve, j'ai fait le bon rêve, comme Martin Luther King, dans son discours du 28 août 1963, qui disait, et je le cite, « Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. Quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils signèrent un billet à ordre que chaque Américain allait retrouver dans son héritage. C'était la promesse que chacun, oui, les Noirs tout autant que les Blancs, seraient assurés de son droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déversera comme un torrent et la droiture comme un fleuve puissant. Dans la manifestation sur les marches du Lincoln Memorial, à l'occasion donc de la marche pour l'emploi et la liberté le 28 août 1963. De la même manière que Martin Luther King, nous devons rêver le vrai rêve, consistant à dire oui, nos pays seront indépendants, mais non pas très loin, ici et maintenant, et nous engager dans ce combat. Car, nous dit un poète allemand, Bertolt Brecht, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Nous aurons tout perdu si face à ce pouvoir liberticide, dictatorial de Ouattara Alassane, nous croisons les bras. Nous nous en tenons qu'au discours, sans passer aux actes, aux actions, aux mobilisations de masse contre ce régime. Le livre vient pour le dire et prévenir ceux qui peuvent encore entendre qu'il est temps d'arrêter de jouer avec le feu de cette poudrière. Cette fois-ci, ce n'est pas une poudrière identitaire comme il l'avait inventée, mais la poudrière anti-baboïste. Il faut qu'on arrête de jouer avec ce type de poudrière, c'est-à-dire quelque chose qui peut à n'importe quel moment détonner, parce qu'on ne peut pas longtemps accepter que toute une frange de la population ivoirienne soit exclue au nom de la politique de rattrapage ethnique. Hier, ils ont pris les armes à cause
ont-ils dit de l'exclusion des gens du Nord? Quelqu'un même a dit, oui, on m'a contrôlé parce que je portais un boubou. Certains même ont dit, aujourd'hui, ils peuvent porter des boubous qu'ils ne portaient pas hier. C'est préoccupant. Mettre fin à l'Afrique, à la France-Afrique, c'est d'abord mettre fin au pouvoir dictatorial de Alassane Dramane Ouattara. La fin du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara nous impose une mobilisation de tous les instants. Il y en a qui croient que parler de ce pouvoir-là, ce n'est pas une partie, une composante du combat. Les écrits constituent une partie importante du combat, car tout se passe d'abord dans la tête. La prise de conscience prend naissance dans la tête. L'action à mener se réfléchit d'abord avant d'être projetée. Nous qui sommes en exil par la force des choses, notre contribution est donc celle-là, les écrits, les conférences. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs de Sheffield, je vous exhorte à créer des occasions patriotiques, politiques, pour que nous continuions de nous entretenir. Au-delà de cette dédicace aujourd'hui, je souhaiterais que demain, grâce à l'initiative que prendront les camarades Elvire Zawi, Koukounion, Charles, Omer Makoubi, Kessio, en tout cas les frères qui étaient autour de moi dans ce petit comité et tous les autres que je n'ai pas cités, Kei, Kebi, etc., que très prochainement, que nous puissions avoir également, comme Birmingham, une section du Front Populaire Ivoirien, notre parti, ici, et que nous puissions mener des activités. Aujourd'hui, nous venons de découvrir ce centre. Nous pouvons faire beaucoup de choses ici. Je vous invite à ces manifestations-là pour que nous puissions de plus en plus rencontrer nos autres frères africains, car ce combat a besoin d'être un combat panafricaniste. C'est certes d'abord pour les Ivoiriens un combat en Côte d'Ivoire pour mettre fin à la dictature de Alassane Dramane qui nous ramène au parti unique, mais c'est également un combat panafricaniste où les Africains se donnent la main, car ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, etc., il y a là un invariant, un élément commun que nous partageons. Plus unis, plus forts nous serons. Oui, aujourd'hui nous le découvrons. Mais avions-nous vraiment besoin de le découvrir? Même les Français le disent. Permettez que je cite une illustre Française, Eva Joly, qui était magistrate et qui a été souvent candidate des Verts en France, pour nous dire ce qu'est en réalité la politique de la France en Afrique. Quand nous le disons, les gens pensent que nous exagérons. Mais Eva Joly dit ceci, dans un ouvrage qu'elle a écrit en 2007, son livre s'appelle « La force qui nous manque ». Et je cite, « La République française a mis en place en Afrique un système loin de ses valeurs et de l'image qu'elle aime renvoyer au monde. Comment des institutions solides et démocratiques, des esprits brillants et éclairés ont-ils pu tisser des réseaux? Schwarzer est attaché à cette abolition. Ici, en Angleterre, l'esclavage a été également aboli au Royaume-Uni le 26 juillet 1833. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont aboli. C'est de guerre lasse. Parce que les esclaves, sur le terrain, au quotidien, ont mené la lutte pour mettre fin à leur esclavage. Il est donc bon de noter que sans la lutte des esclaves eux-mêmes, l'esclavage
n'aurait pas pris fin. L'exemple de la fin de la discrimination raciale directe aux États-Unis est également un exemple. Qui eût pensé qu'aux États-Unis, la discrimination raciale institutionnelle, parce que le racisme demeurera toujours tant que le combat ne continue pas, ne se diversifie pas. Mais le racisme a été combattu fermement et nous savons qu'en 1965, par le Voting Rights Act, le président Lyndon Johnson a été, après la Deuxième Guerre mondiale, contraint de concéder la fin de la discrimination raciale directe. Des exemples de lutte. Vous vous souvenez des noms, comme les noms de Rosa Parks, qui dans le bus a refusé de se lever. Pourquoi faut-il donner le siège à un blanc? Comme dans nombre de films, vous aurez vu, pourquoi faut-il discriminer par rapport aux toilettes? Et Martin Luther King, ce religieux, ce pasteur qui a porté la voix des faibles, ceci doit être considéré comme un exemple qui nous stimule. L'exemple de la fin de la colonisation directe en Haïti, mais au Kenya, dont nous avons cité tout à l'heure l'exemple, Jomo Kenyatta, leader du KU, Kenyan African Union, en Afrique du Sud, où Mandela et ses co-accusés sont certes jugés et condamnés à la prison à vie par le pouvoir africanaire en 1964. Mais c'est lui, Mandela, le prisonnier de Robben Island, du Cap, qui a eu raison de l'apartheid et a conduit, après sa sortie de prison, l'ANC à la victoire lors des premières élections démocratiques et multiraciales du 12 juin 1994. Ces exemples, qui ne sont pas que cela nous montre que nous pouvons venir à bout de la France-Afrique. Non par des incantations ou par les seules invocations de Dieu seulement sur notre sort, mais par le combat multiforme des Ivoiriens et des Ivoiriennes, avec à leur côté leurs frères et leurs sœurs africains des autres pays du continent. Oui, à ce stade de mon exposé, j'ai plaisir à citer un prêtre. Parce que j'ai dit, on ne va pas se contenter d'incantations. Tout chrétien, tout croyant que nous soyons. Et le père Guirquet, Jean-Claude Guirquet, écrit à ce niveau avec justesse ce que je partage largement. Et je cite. Non, Dieu ne fera rien pour nous si nous restons passifs. Il nous veut responsables de notre pays. Il désire que nous prenions nos responsabilités comme Moïse prit les siennes face à l'oppression que subissaient les Juifs dans l'Égypte de Pharaon. Le prier ou invoquer sa grâce n'est donc pas suffisant. Il faut aussi agir. Et est venu pour nous tous le temps de l'engagement, le temps de l'action. Où que nous soyons, nous devons agir, faire quelque chose pour sortir notre pays de cette dramatique situation. Fin de citation. Mettre fin à la France-Afrique en lui déposant les fleurs que constituent les chrysanthèmes, c'est se mettre ensemble. Agir ensemble pour les libertés, agir ensemble sans plus attendre. Agissons ici et maintenant pour les libertés. Car c'est de notre détermination que dépendra la fin de la Bastille, cette grande prison de l'époque française, cette Bastille pour la Côte d'Ivoire, cette Bastille pour la France, cette Bastille pour Laurent Gbagbo, cette Bastille pour toutes les filles
et les fils de Côte d'Ivoire qui sont enfermés aujourd'hui dans les prisons de toute la Côte d'Ivoire. Cette Bastille, nous viendrons à bout de celle-ci si nous nous mettons ensemble pour agir. Pour agir ensemble, agir ici et maintenant. Je termine pour dire, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, afin de chanter dans l'allégresse et le sourire retrouvé, le moment venu, comme Martin Luther King, enfin libre, Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes enfin libres. Nous sommes enfin libres, enfin affranchis de la France-Afrique et heureux de lui offrir les chrysanthèmes auxquels il a droit. Merci à vous toutes. Merci à vous tous d'être venus et d'être présents à la cérémonie pour revendiquer ensemble la souveraineté africaine, pour revendiquer ensemble la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la libération de tous les prisonniers politiques ivoiriens avec Laurent Gbagbo à leur tête. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive la fraternité africaine, pour que vive l'Afrique de demain. Je vous remercie. Thank you.